AnimaFac, le réseau des associations étudiantes, participe à la Semaine de l'Esprit d'entreprendre organisée par Pépite France, dont la mission est d'accompagner les étudiants et étudiantes entrepreneurs dans le développement de leurs projets. Pour cet événement, AnimaFac a choisi de mettre en avant la diversité des actions des associations de son réseau, afin de donner envie aux étudiants et étudiantes de se lancer dans le montage de projets associatifs. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la gestion et l'animation de lieux associatifs avec Timothée Clerc de l'association L'Utopie. L'échange sera animé par Audrey Renaudin, chargée de la territorialisation et du plaidoyer à AnimaFac. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Abba Souleymane Diurté. Je suis chargé de sensibilisation à l'entrepreneuriat au Clermont-Auvergne-Pépite. Donc, le Clermont-Auvergne-Pépite, c'est un service rattaché à l'université Clermont-Auvergne et Associés, qui, qui est le service labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a délivré le statut national d'étudiant entrepreneur. Donc, notre service a trois missions principales. C'est d'abord la sensibilisation. Donc, nous allons à la rencontre des étudiants pour leur présenter le parcours d'étudiants entrepreneurs, les sensibiliser à toutes les questions liées à l'entrepreneuriat à travers la mise en place d'ateliers de formation, d'actions de sensibilisation. Ensuite, nous faisons de la formation. Donc, les personnes qui seront donc intéressées par le parcours entrepreneurial peuvent donc demander le statut. Et une fois qu'ils ont le statut, ils bénéficieront d'une formation qu'on leur met à disposition, des ateliers sur les différentes thématiques autour de l'entrepreneuriat, des formations également ciblées sur leurs besoins et leurs attentes. Et enfin, nous faisons de l'accompagnement, donc, qui est quasi personnalisé. On a des chargés d'accompagnement qui rencontrent des étudiants et qui discutent avec eux sur les thématiques. Donc, nous, on fait ça pour l'ensemble des étudiants de l'université, donc de la licence jusqu'aux doctorants, donc les étudiants qui sont en thèse. Donc, les doctorants, c'est aussi possible pour eux d'avoir ce statut-là, de pouvoir concilier les travaux de recherche qu'ils mènent et un parcours d'entrepreneur. Donc ça, c'est globalement le fonctionnement du Clermont-Auvergne-Pépite. Il faut savoir qu'en termes d'informations utiles pour savoir voilà, où se situe le Clermont-Auvergne-Pépite, etc., nous sommes situés donc sur le campus des CESO, à Sigma Clermont, exactement. Donc, pour les contacts ou autres, je ne sais pas comment on fera, s'il faut que je passe des informations plus tard ou que je les mette dans le chat, je ne sais pas, pour que les gens puissent éventuellement plus tard, s'ils veulent en savoir plus, pouvoir demander les contacts. Et grosso modo, voilà le Clermont-Auvergne-Pépite. S'il y a d'autres questionnements, je peux y répondre ultérieurement. Super, merci. C'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup discuté avant enfin, de pourquoi on faisait ce live aussi. Mais donc ça s'inscrit dans la semaine de l'esprit d'entreprendre, donc qui est organisée par Pépite France. Et donc nous, AnimaFac, comme on a un réseau d'associations étudiantes, on a voulu en fait mettre en avant l'entrepreneuriat, mais sous forme associative. Donc en fait toutes les initiatives qui peuvent être lancées par les associations du réseau et notamment comment on peut en fait se professionnaliser. Donc hier, on a eu des interventions sur en fait, la professionnalisation, vivre de son projet associatif. Donc comment on fait en sorte d'effectuer les premières démarches, quelles sont un peu les difficultés rencontrées, comment on peut se faire aider aussi. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt sur la gestion et l'animation de lieux. Donc voilà, pareil, comment on monte un lieu, comment on se développe, comment on existe au sein d'une ville et à quoi ressemblent les lieux, puisque du coup, c'est toujours intéressant. Je sais que nous, AnimaFac, donc on a deux lieux et donc c'est toujours chouette en fait de voir comment les dynamiques se créent aussi au sein de ces espaces. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est avec Timothée aujourd'hui de l'Utopie qui va nous présenter tout ça. Mais Super, peut-être, oui, vas-y. juste du coup, je rebondis par rapport à ce que vous avez dit. Au Clermont-Auvergne-Pépite, on accompagne tout type de projet. C'est important de le préciser, que ce soit des projets associatifs, des projets de création de tiers-lieux, des projets dans la tech, des projets dans l'agronomie, dans la biologie, etc. On accompagne absolument tout type de projet. Du moment où c'est un projet qui est porté par un étudiant inscrit à l'université,
ou qui a fini ses études et qui veut juste poursuivre avec le statut d'étudiant et continuer à travailler sur son projet. Donc, nous accompagnons carrément tout type de projet. Super. Lucie, si vous voulez y aller pour vous présenter Oui, rapidement. pardon. Oui, oui. Du coup, j'active la caméra juste pour que je vous salue. Donc oui, je suis responsable du bureau de la vie étudiante sur l'un des 3 campus de l'Université de Bordeaux. C'est le campus notamment dédié aux sciences et technologies. Ça nous intéresse de pouvoir faire une veille là sur des initiatives d'animation de tiers-lieux. On a plusieurs foyers étudiants, maisons des étudiants à l'université. Voilà, je pense que c'est toujours bien de faire cette veille-là, de voir ce qui se passe ailleurs, même si là, actuellement, du fait de la crise, on a dû fermer les lieux de vie étudiants. Donc voilà, je ne sais pas si c'est peut-être intéressant de voir justement si ailleurs en France, comment ça se passe là, actuellement pour continuer à faire vivre cette vie étudiante malgré les restrictions sanitaires. Ok, oui, c'est vrai que c'est un gros sujet en ce moment. Voilà, c'est aussi un sujet qui nous inquiète à AnimaFac, comment on fait en sorte de maintenir les activités. Donc voilà, moi je suis chez moi aussi, donc c'est un peu la question, comment on fait en sorte d'être présent, d'organiser des choses pour le public étudiant. Je pense qu'on pourra en discuter du coup avec toi, Timothée, de voir aussi comment vous gérez un peu en ce moment avec le lieu, vos activités, si vous arrivez à en maintenir ou pas, etc. Et peut-être Rosanna, si vous pouvez vous présenter, mais je ne sais pas si vous avez du son ou sinon vous pouvez envoyer un message. Ok, le micro ne fonctionne pas. Je m'appelle Rosanna, je suis en service civique à la Maison des associations de Tourcoing. Ok, je m'occupe de la MDA Jeunes, donc une branche de la Maison des assos centrée sur les jeunes et leurs associations. Ok, super. Et bah enchantée. Et n'hésitez pas du coup à poser des questions si vous en avez au cours de l'intervention. Bah, Timothée, si ça te va, peut-être que tu peux présenter l'utopie et puis voilà, nous parler un peu du projet et puis comme ça, on discute au fur et à mesure selon les questions qui viennent. Et puis si tu peux nous faire un petit tour aussi, ce serait cool. Oui. Alors, faudra que tu me redises un peu ce que tu attends en termes de, voilà, si je vous fais un historique, etc. Mais bon, je pense que pour commencer, bon, je vais d'abord me présenter. Donc, Timothée Clerc, je suis un ancien bénévole qui est devenu salarié à l'Utopie. Je travaille donc sur la programmation culturelle, sur le montage de projets de moyen long terme. Et puis, bien sûr, vu que c'est le secteur associatif, on est toujours, enfin, les salariés sont toujours un petit peu touche à tout dans ces petites structures. Voilà. Donc, la structure actuellement, elle est, pour vous donner une idée de la taille, elle est composée de 2 salariés, donc moi qui suis à 28 heures, et Joséphine, qui est une salariée qui est là depuis 2 ans, qui a 35 heures, et qui, elle, est chargée de travailler sur l'administration, le financier, le comptable, et comme je disais, un petit peu sur d'autres choses. Voilà. On accueille également chaque année 2 volontaires en service civique, du coup, avec AnimaFac. Donc cette année, on a un petit peu changé le rôle de ces services civiques, et donc on a une des services civiques qui est chargée de travailler sur la communication et une autre service civique qui est chargée de travailler sur la dynamique bénévole. Voilà. Donc pour vous faire une petite généalogie de l'ASSO, c'est un projet qui est né en 2012. Donc, à la base, c'était des étudiants, un petit groupe d'étudiants qui étaient en projet dans un master de commerce équitable, je crois, à Clermont, et qui avaient un projet à faire dans une UE de leur cours. Et donc, ils ont commencé par faire un sondage auprès de 1200 personnes. Donc, ils ont fait un gros sondage pour connaître quels étaient les besoins en termes de local, de vie étudiante, de vie culturelle, etc. à Clermont-Ferrand sur les facs. Et de ce sondage est sorti qu'il y avait une envie de la part des étudiants d'avoir un lieu à eux, avoir un espace dans lequel ils pouvaient monter leurs projets, faire des activités et vraiment
le gérer un peu de A à Z. Donc, il y a vraiment un projet par les étudiants pour les étudiants. Donc, après ce sondage, ils ont commencé à faire des petites activités un peu pour structurer leur association. Donc, l'association est née en fait avant d'avoir un local. L'association Lyotopie, du coup, a commencé à faire des gratiférias, des repas à l'extérieur, enfin, des repas sur le campus, des petites soirées à thème, mais donc que des petits événements un petit peu ponctuels pour commencer un petit peu à se faire connaître, à faire connaître leur projet, à engranger des soutiens, etc. Et à montrer aussi le sérieux de la démarche et leur volonté vraiment de créer un lieu. Suite à ça, ça a mis un peu de temps, mais 3 ans plus tard, donc en 2015, ils ont réussi après beaucoup de démarches et après s'être fait connu, avoir commencé à rendre leur projet crédible et sérieux aux yeux de l'administration, autant des facultés que de la ville. Ils ont réussi à acquérir un local. Alors, en gros, ils ont une subvention pour acquérir un local, ce qui fait que la ville ne leur a pas prêté directement un local. Mais ils ont réussi à acquérir un local dans le centre-ville, donc qui est, pour vous faire une petite idée de à quoi ressemble clairement, il y a un centre-ville historique. Un des premiers campus est à côté du centre-ville historique, et ensuite il y a le campus des sciences qui est un peu à l'extérieur. Le premier du coup lieu qui a été acquis par Lyotopie était en plein centre-ville, donc plein centre-ville historique, donc un petit peu éloigné du quartier des facultés. Et aujourd'hui, donc, on a déménagé en 2017, si je ne dis pas de bêtises. En 2017, on est à côté des Beaux-Arts, donc beaucoup plus dans le centre étudiant, enfin dans le quartier étudiant, on est à quelques minutes des facs. Voilà. Donc le projet, du coup, est resté 2 ans dans son premier local au centre-ville. Il a pris une certaine forme, etc. Et ensuite, il a déménagé. On a trouvé un local qui était plus près des facs et qui ressemblait plus à… C'est un ancien bar tabac. Donc, il y avait 2 vitrines qui donnaient sur les rues, un plus grand espace, un côté vraiment bar, une cuisine notamment. Donc, je vous ferai visiter tout ça. Ce qui a permis en fait d'avoir un local qui était suffisamment polyvalent pour accueillir toute la diversité des activités que les étudiants pouvaient proposer, et notamment d'avoir un local qui était qui avait une souplesse dans l'usage assez forte pour que presque n'importe quel projet étudiant puisse y trouver un exutoire. Voilà, donc ça c'est un peu pour la généalogie du projet. Je propose de peut-être vous montrer le lieu, histoire que quand j'en parle, en fait, vous ayez un peu des images. Donc, je vais vous déplacer, ça va être peu agréable. Mais voilà, donc je vais commencer par l'entrée. Donc, on est fermé, donc c'est un petit peu sombre. Je vais ajouter quelques lumières. Hop. Tac. Alors. Donc, je vais vous présenter aussi l'extérieur, histoire que vous ayez un peu une idée de où on est, enfin, de la tête que ça a depuis dehors. Donc, voilà, donc là, on est à un angle de rue, comme vous pouvez le voir là. Et donc, si on entre, hop, on arrive donc sur le lieu qui est un bar. De chaque côté de la porte, il y a une épicerie. Je vous parlerai un peu plus des services quand je serai assis avec l'ordi sur un bureau. Mais voilà, de part et d'autre de la porte, il y a un côté épicerie. Voilà, donc on arrive du coup sur le bar et ensuite on arrive dans une salle qui est un peu la grande salle entre guillemets, qui est notre endroit un peu le plus polyvalent, qui permet à la fois d'accueillir des expositions, des soirées, des concerts, pardon, des conférences, enfin. Ensuite, on passe à un petit couloir qui est derrière la salle, dans laquelle il y a le bureau sur lequel je travaille, un petit coin salon assez confortable, avec comme vous pouvez voir, une toile qui se déplie pour faire des projections. Et enfin, un dernier endroit que je vais allumer, sinon vous n'allez rien voir. Hop.
et qui est donc la cuisine. Voilà, on a une cuisine qui est assez grande et qui permet d'accueillir pas mal d'activités comme des activités do it yourself, de la cuisine bien sûr, et des activités un peu plus salissantes. Voilà. Donc ce qui fait que dans l'espace, on va pouvoir vraiment accueillir presque 3 activités de manière simultanée. À savoir, on peut imaginer par exemple qu'il y ait des étudiants qui travaillent dans le coin salon, un café philo dans la plus grande salle, des gens au bar, et puis des gens dans la cuisine qui cuisinent, qui font un atelier. Donc la répartition de l'espace permet à la fois du coup d'accueillir plein d'activités différentes, et puis surtout d'en accueillir plusieurs simultanément. Voilà. Si vous avez des questions, peut-être écrivez dans le chat et comme ça, moi, je réponds en même temps. Pour ce qui est des activités qu'on propose, on a donc à la fois la base, on va dire le cœur de notre activité qui est le bar café avec une carte à prix réduit, à ce qu'on appelle un tarif solidaire. Donc, on a essayé de faire le bar et café pas très cher avec des softs, des bières, du vin, café, thé. Ensuite, comme vous l'avez vu au tout début du local, il y a deux étagères de ce qu'on appelle l'épicerie. Et donc, ça, c'est un projet qui a été monté qui avait été monté il n'y a pas très très longtemps. Et en gros, le but, c'est de mettre à disposition des étudiants des produits bio, locaux ou équitables. On essaie de se rediriger vers le local cette année, quitte à ne pas être bio en fait. On essaie de prendre cet axe-là. Et on les propose aux étudiants, donc uniquement aux étudiants, à prix coûtant. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de marge dessus et ça permet aux étudiants d'avoir des produits un peu moins chers qu'en grande surface, enfin, peut-être pas qu'en grande surface, mais qu'en tout cas en surface spécialisée bio. Alors, le premier lieu donc, qui était dans le centre-ville était beaucoup plus tortueux. En fait, c'était plus une petite... alors, j'y suis jamais allé personnellement, mais j'ai visité par vidéo. Et donc, c'était un ensemble de petites salles qui étaient reliées par des couloirs et qui n'avaient pas de façade sur rue, enfin qui n'avaient pas pignon sur rue. Donc, il y avait un plus petit espace et un espace qui était moins utilisable pour des gros événements. Voilà. Et quand est-ce que nous sommes ouverts? Donc, nous sommes ouverts de 16h à 22h du lundi au vendredi. On fonctionne avec un système de permanence. Je vais juste terminer nos activités, histoire que vous ayez une idée un peu de ce qui se passe. Et ensuite, je vous explique un peu plus en détail le fonctionnement. Donc, on a un troisième service un peu de base dans les services un peu importants qu'on a. Donc, je répète, le bar, l'épicerie et ce qu'on appelle du coup les super paniers. Ça, c'est un service qui a été monté en partenariat avec l'université et une entreprise qui s'appelle les paniers de Max et Lucie et qui est une entreprise qui va travailler avec les producteurs locaux pour faire des paniers en fait. Et nous, on propose de distribuer ces paniers-là pour les étudiants, donc un format à peine plus petit, et dont 2 € sont pris en charge par le service santé universitaire. Donc ça a été un gros partenariat qui a été montré. Et donc les étudiants commandent sur notre site un panier, ils viennent le chercher le jeudi d'après. En gros, ils commandent avant dimanche et ils viennent le chercher le jeudi d'après. Et ils payent 2 € de moins, 2 € de moins que pour un panier normal. Et ça marche très très bien. C'est des bons produits. On travaille très bien avec les marchés de Max et Lucie. Donc voilà. Et les étudiants... pour les étudiants, c'est assez intéressant économiquement, en termes qualitatifs, etc. Et c'est une démarche aussi qui fait typiquement partie des démarches qu'on aime soutenir
à l'Utopie. On a également du coup une programmation culturelle qui est aussi l'autre grosse partie, l'autre on va dire grande activité de l'Utopie. Et donc c'est tous les soirs, généralement entre 18h et 22h, on a une ou deux activités publiques, donc gratuites ou à prix libre. Et donc, qui varie entre… je vais vous prendre le programme d'octobre pour avoir des exemples, mais ça peut être des concerts. Alors là, avec le Covid, c'est un petit peu plus problématique ces temps-ci. Mais on peut avoir des concerts, on a des cafés-débats, on a une association, on a un pôle féministe qui organise pas mal de débats. On a, là, je vois, on a fait une soirée rock l'autre soir. On a fait une projection de films documentaires de personnes qui sont parties en études, qui ont réalisé un film docu et qui voulaient le projeter. On a une exposition là, de peinture sur les murs. On a jeudi soir prochain, on a une soirée anti-gaspi avec de la nourriture. Enfin, voilà, pour un repas anti-gaspi. On a des trucs un peu plus ésotériques, on a des fois du yoga ou de la méditation. Voilà. Et toute cette programmation-là, dont j'ai la charge, on essaye de la faire avec les étudiants, à savoir, c'est essentiellement des étudiants qui viennent nous contacter en nous proposant un projet, par exemple un étudiant qui a envie de faire un concert ou une étudiante qui veut faire un atelier DIY ou je ne sais quoi, un atelier cuisine, enfin bref. Viennent nous proposer et notre but, c'est ensuite de les insérer dans la programmation. Et du coup, vraiment, l'esprit du lieu, c'est pour les étudiants, par les étudiants. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à peu près 75% de notre programmation est construite par les étudiants, donc des étudiants bénévoles qui viennent proposer leurs services. Et les 25% qui restent, ce sont des associations, des fois qui ont des services civiques ou des associations clermontoises qui proposent de l'extérieur des événements et qui profitent en fait du fait qu'on puisse accueillir pas mal d'événements dans notre lieu pour programmer des choses. Voilà, je préciserai juste avant de commencer à répondre aux autres questions que en termes de programmation, donc à la base ça a été construit comme écologie et solidarité, donc à savoir penser vraiment le fait que le milieu étudiant soit un milieu qui peut être assez précaire et qui est une période de la vie sur laquelle les gens ont peu d'argent, donc vraiment penser à créer des choses, à créer des événements, à créer des services, justement pour pas cher, essayer de réduire les prix, essayer de faire des choses gratuites. Et donc toute notre programmation actuellement est gratuite, de temps en temps à prix libre, mais le prix libre comprend la gratuité. Et puis, donc là, c'est l'aspect solidarité. Et ensuite, l'aspect écolo, on a toute la gamme de produits qu'on propose, qu'on vend quand on cuisine, etc. On le met au maximum en biologique, en local, etc. Et une grosse partie de nos activités sont tout de même basées aussi sur des ateliers de sensibilisation, des ateliers d'apprendre à faire soi-même les choses, etc. Voilà, je vais passer aux quelques questions. Donc, est-ce que le premier lieu qui avait l'Utopie était aussi grand? Donc, ça, je crois que j'ai répondu. Quand est-ce que vous allez être fait également? Avez-vous une programmation d'activité à la semaine, au mois? Alors, donc, on a une programmation au mois. On n'a plus de petits programmes papier, c'est dommage. Mais en gros, chaque mois, chaque début de mois, généralement on essaie de le faire 1 ou 2 jours avant le début de mois, on publie un petit programme, donc on l'a sous forme papier, un demi A4, sur lequel on a toutes les activités du mois qui va commencer. Donc là, le 31 septembre, on a publié le programme d'octobre, et donc du lundi au vendredi, il y a une activité par soir. Comment ça s'organise pour la
programmation donc bien en amont. Et ce qui fait que là, par exemple, on est le 14 octobre 2020. Pour le mois de novembre, la programmation est déjà quasiment bouclée. Il me reste 1 ou 2 créneaux de libre parce que j'ai reçu beaucoup de sollicitations en amont. J'ai commencé à bien remplir le tableau. Moi, j'ai démarché pas mal de personnes. Il y a des gens de Biotopie qui sont proposés pour faire des choses. Et donc, on a rempli assez rapidement le mois de novembre. Voilà. Pour faire un petit point sur la programmation, on a en gros 4 types d'activités. On a des activités que les personnes de l'extérieur vont nous proposer. Donc, ça, c'est voilà, des associations avec qui on a l'habitude de travailler. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? On a la FRAN, qui est le fonds régional de Auvergne Nature, c'est ça. L'année dernière, on avait Conscience Impact Environnement. On a des associations un peu branchées sur le féminisme, l'intersectionnalité, etc., qui nous contactent et qui nous proposent de faire des animations. Donc ça, c'est des sollicitations qu'on a. Ensuite, nous, deuxième catégorie d'événements qui nous permettent de remplir le programme, c'est nous, les événements qu'on va solliciter auprès de personnes. Donc, on va démarcher, je ne sais pas, un pro d'université ou une asso ou un petit collectif, etc., pour leur proposer de faire une animation, soit en partenariat, soit qu'ils utilisent le lieu pour faire un événement. Voilà. Troisième, ça va être les événements que nous, on organise. Donc là, par exemple, on a un bénévole là, qui a organisé la soirée rock de la semaine dernière. On en a discuté ensemble. Je lui ai demandé s'il voulait faire des trucs à l'Utopie. Il m'a dit que lui, il savait danser le rock. Donc je lui ai dit, si tu veux faire une introduction au rock, c'est avec plaisir. Et voilà, on a monté ce truc-là. Des fois, on a des plus gros projets. Par exemple, en novembre prochain, je suis en train d'organiser là une semaine de débat sur l'environnement avec des sujets un peu polémiques, pas toujours évidents. Voilà, ça c'est un des gros projets qu'on mène et c'est nous qui l'organisons. On va chercher les intervenants, on va les démarcher, on organise tout de A à Z. Voilà, ça fait partie du coup, que ce soit les bénévoles ou l'équipe salariale qui organise des choses, c'est nous qui les organisons. Et donc le quatrième type d'événement, on va dire, qu'on organise, ça sera plutôt, ça fera partie des événements un peu hors les murs, donc des choses qu'on n'organise pas chez nous, mais sur lesquelles on est invité, sur lesquelles on va être présent, sur lesquelles on va proposer des choses. Et donc voilà, ça fait une petite partie de notre programmation. Il y a beaucoup plus de choses qu'on fait chez nous, parce que c'est l'intérêt d'avoir ce lieu-là pour organiser les choses. Voilà à peu près la façon dont on construit la programmation. Donc, à savoir les activités sur lesquelles on est sollicité, les activités que nous, on sollicite, des activités qu'on organise nous-mêmes et des activités un peu hors les murs. Voilà. Combien de bénévoles pour faire tourner le lieu? Donc, on considère qu'à chaque fois que quelqu'un vient proposer une activité à Biotopie, il ou elle est bénévole. Parce qu'on ne les rémunère pas, parce qu'ils font ça dans l'esprit du bénévolat. Donc, on pourrait dire que sur les à peu près 5 fois 4, donc une vingtaine d'activités qu'on organise par mois, il y a 20 bénévoles qui sont présents. C'est pas très significatif. En tant que bénévole, je préfère avoir une double comptabilité. D'un côté, les personnes qui viennent organiser des choses, ensuite les personnes qui viennent de manière un peu plus régulière organiser la vie de Biotopie, donc être présent un peu régulièrement, proposer des choses, nous aider sur l'organisation. Et ça, il va y avoir en gros une vingtaine de personnes qui tournent autour de l'Utopie, donc qui nous aident sur les permanences au bar, quand on est ouvert, ils viennent donner un coup de main, etc. Qui nous aident sur la prise de décision, sur le conseil d'administration, sur est-ce qu'il faut un coup de main pour déménager quelque chose, réparer quelque chose, voilà, la gestion un peu du lieu. Des personnes aussi qui proposent de temps à autre, de manière un peu régulière, des animations à Biotopie. Ça, on les compte un peu
dans les bénévoles qui tournent autour de l'Utopie. Donc on va dire un premier cercle un peu élargi d'une vingtaine, trentaine de personnes, au-delà du cercle un peu plus large qui sont toutes les personnes qui viennent nous proposer bénévolement des activités, mais de manière assez ponctuelle. Et du coup, un cercle un peu plus restreint, où alors là, on va trouver essentiellement les membres du conseil d'administration, qui est composé à peu près d'une 10-12 personnes. Et donc là, ça va être un cœur de personnes sur lequel on va pouvoir compter assez facilement. Nous, les salariés, c'est des personnes qu'on va voir souvent au lieu, avec qui on va pouvoir discuter parce qu'ils passent un peu de temps de manière informelle, ils viennent bosser ici ou viennent manger avec nous, ce genre de choses. Voilà, ça représente une grosse dizaine de personnes qui sont du coup vraiment le cœur de l'asso, qui vont prendre les décisions, qui vont se sentir impliqués, et généralement qui sont là depuis plusieurs années, qui risquent un peu de rester aussi. Voilà à peu près la formation. Donc, pour résumer, voilà entre 50 et 70 bénévoles qui proposent des activités dans la programmation annuelle. Une trentaine, 20-30 bénévoles qui sont un peu plus réguliers, qui nous aident de manière, qui sont un peu plus présents au quotidien. Un cœur d'une dizaine de bénévoles. Voilà le cœur de l'asso, membres du CA pour la plupart. Et ensuite, du coup, notre petite équipe de salariés et slash service civique de 4 personnes, 2 salariés donc et 2 services civiques. Alors, vous pouvez accueillir combien de personnes pour les concerts et vous avez tout le matériel nécessaire ou travaillez-vous avec d'autres associations pour ce genre d'événement? Alors, l'année dernière, on a c'est pour ça notamment qu'on s'est pas mal rapproché d'AnimaFac, c'est qu'on a organisé quelque chose qui s'appelle le Cri du Bourgeon, en collaboration avec Radio Campus et une autre association liée à l'Utopie qui s'appelle la Maison des Artistes en Devenir. Et on a lancé un tremplin musical étudiant à destination des étudiants. Donc le but, c'était de proposer un tremplin pour les groupes étudiants et notamment de les mettre en relation avec tous les accompagnateurs musicaux qu'il y a à Clermont. Pour ceux qui connaissent, donc la Copé, la puce à l'oreille, le tremplin, l'EFCAM. Enfin bon, et donc c'était essayer de mettre en lien ces jeunes groupes avec des gens qui peuvent des institutions ou des personnes qui peuvent les faire un peu décoller sur le milieu clermontois, leur proposer des opportunités, les former. À cette occasion, ce projet-là s'insère dans une volonté de l'Utopie de faire plus de concerts, de rendre un peu l'association plus festive et notamment de se constituer un peu comme scène émergente, entre guillemets, de proposer aux groupes étudiants de venir jouer chez nous. À la base, on était assez dépendant de Radio Campus, qui est une association avec laquelle on travaille beaucoup, pour tout ce qui est technique. On avait besoin de leur sonorisation, etc., pour les concerts acoustiques. Et depuis la moitié de l'année, donc on n'a pas trop eu le temps de le mettre en place à cause du confinement, mais on s'est doté de notre propre matériel de sonorisation, à savoir 2 enceintes, une table de mixage et 2 micros, pieds de micro, un espèce de set de base, et qui nous permet d'être autonomes et de proposer aux étudiants ou aux étudiants et étudiantes qui ont une petite formation musicale de venir faire des concerts dans un lieu qui est le premier lieu, un bar qui peut les accueillir pour une première scène à Clermont-Ferrand. On a vraiment ce projet-là de se dire parce qu'on avait rencontré pas mal de groupes lors du Cri du Bourgeon, du projet du Cri du Bourgeon du coup, qui n'avaient pas connaissance de lieux sur lesquels ils pouvaient jouer en tant qu'amateurs parce qu'ils n'avaient pas encore fait de live ou alors qu'ils avaient répété dans leur coin mais qu'ils n'avaient pas pu se produire vraiment sur scène. Et nous, notre but, c'est aussi que les éviter de l'Utopie pour faire un premier concert dans un cadre à peu près détendu avec des potes à eux, avec un milieu étudiant qui est généralement assez compréhensif, assez tolérant pour les débutants. Donc voilà.
Vos utilisateurs ne sont donc pas que des associations étudiantes, pas seulement celles domiciliées à l'université de Clermont, quels sont les critères de sélection? Alors, les critères de sélection, alors, donc, non, toutes les associations qui participent à notre programmation ne sont pas étudiantes. Typiquement, je citais la FRAN, Conscience Impact Environnement, d'autres cafés associatifs des fois avec lesquels on travaille, ne sont pas donc étudiantes, dans le sens où elles ne sont pas majoritairement composées d'étudiants et n'ont pas une action uniquement vers les étudiants. Par contre, on considère qu'à partir du moment où elles sont capables de faire des actions en direction des étudiants, ça nous intéresse suffisamment pour accepter qu'elles viennent sur place. Et généralement, quand les personnes qui font ça, enfin les associations qui font ça, ont des services civiques et ont tout un volet de leur action en fait qui est dirigé vers les étudiants. Donc on se veut comme une sorte de relais pour ces associations-là qui veulent, même si elles ne sont pas étudiantes, veulent sensibiliser une partie du public étudiant. Et donc nous, on offre aussi la possibilité de programmer des activités au lieu qui sont organisées par des associations non étudiantes, mais qui veulent en fait toucher un public étudiant. On a vraiment aussi cet intérêt-là de se dire, bah oui, le milieu étudiant n'est pas totalement autonome, on veut l'ouvrir à d'autres choses. C'est pour ça qu'on accepte et c'est avec plaisir qu'on travaille avec des associations qui ne sont pas étudiantes. Pour les critères de sélection, ça va en fait, c'est des critères pas implicites. Je vous ai parlé des quelques valeurs qui structuraient un peu l'association. Une des valeurs un peu primordiales, c'est est-ce que c'est adapté à notre public qui est majoritairement étudiant. À savoir, si on a une réunion sur comment bien anticiper ses placements retraite, bon, vous comprenez qu'on va peut-être pas la programmer. Par contre, dès qu'on trouve que ça peut avoir un intérêt, que les étudiants peuvent trouver un intérêt dans les activités, c'est pour ça que typiquement yoga, des fois on a des trucs sur un peu plus ésotériques, type tantra, enfin. C'est en effet pas spécifiquement vers les étudiants. Pour autant, on pense que c'est un sujet qui peut intéresser les étudiants et on le programme. Voilà à peu près notre philosophie de la chose. Après, idéalement, bien sûr, on préfère que ça soit organisé par des assos étudiantes, mais voilà, faut pas non plus se dire que tout se fait dans le milieu étudiant et tout est uniquement faisable à partir du milieu étudiant. C'est avec plaisir que je travaille avec des gens de l'extérieur, qui apportent une expertise, une expérience, une ancienneté, etc., que forcément les étudiants n'ont pas forcément. La fréquentation moyenne du Lyonin, combien de participants aux activités Café Philo? La fréquentation moyenne du lieu, elle va être assez... Alors, il y a deux choses, du coup, il y a les activités et la fréquentation du bar, on va dire, où les gens qui se posent de manière plus informelle dans le bar pour bosser, discuter, boire un coup. En une soirée, je ne pourrais pas vraiment te dire en termes de personnes qui passent comme ça, qui ne participent pas aux activités, qui sont là pour boire des coups ou autre. Il y a à peu près, c'est pas un grand chiffre, on doit passer sur une trentaine de personnes, ça dépend. Mais voilà, en moyenne, entre 20 et 30 personnes qui passent dans la soirée. Et ensuite, les personnes qui participent aux ateliers, donc par exemple Café Philo, tu disais, c'est un bon exemple vu que ça a bien marché la dernière fois, donc c'était mardi ou lundi dernier. Il y a eu entre 25 et 30 personnes qui sont venues. Ça varie beaucoup, ça, les activités. Ça varie en fonction de l'intérêt supposé des étudiants. Là, Café Philo, on a touché même au-delà du cercle étudiant. Il y avait des adultes, des post-étudiants qui sont venus. Parce qu'ils ont aussi l'association qui organisait ça, donc Pantarec, une association d'étudiants en philosophie,
je suppose, bien communiquer autour d'eux, ce qui a ramené pas mal de gens. Pour les autres activités, ça dépend. La soirée Danse le Rock, par exemple, il y avait vraiment beaucoup de monde, une cinquantaine de personnes. On a des soirées on a des cours de langue, par exemple un cours d'espagnol qu'on vient tous les lundis. Bon, bah là, il y a entre 7 et 10 personnes, mais ce qui est mieux, en fait, enfin, ce qui est souhaitable pour ce genre de format. Donc, voilà. Après, on a, par exemple, ce soir, potentiellement, il y aura 5-6 personnes sur une activité qui est un espèce de petite discussion sur la forêt, sur comment marche un peu la forêt. Bon, c'est pas des activités sur lesquelles on attend beaucoup de personnes. Mais voilà, en moyenne, enfin, c'est très très variable selon le caractère grand public, entre guillemets, d'une activité. Bien sûr, quand on vise des trucs de niche, un peu, public de niche, bon, bah voilà, il peut plus y avoir pas grand monde. Mais on va dire, on oscille entre 10 et 30 personnes pour les activités, par activité. Comment vous aménager le lieu? Vous pensez avec des étudiants, avec des archis? Alors, j'étais pas là du coup moi pour la construction du lieu, donc à savoir que ce lieu-là n'avait pas vraiment cette même tête, donc il a été repeint, il a été réaménagé. Ouais, il y a eu pas mal d'argent qui ont été mis pour construire le bar, donc c'est les bénévoles, on va dire, c'est ceux qui étaient à la base du projet qui ont tout refait ici. Et non, je pense pas qu'il a été fait avec des archis. Notamment parce qu'on n'a pas beaucoup de lien avec l'école d'archi qui est assez distante, et les archis, j'en sais quelque chose, sont des gens qui sont très pris. Voilà, donc ce qui a fait que je ne pense pas qu'on ait travaillé avec des archis, et on n'avait pas non plus une marge de manœuvre gigantesque. On n'a pas pété des murs. Voilà, c'était plus de l'aménagement d'un lieu qui était un peu décrépit, et on a remis une couche de peinture, on a remis une couche d'isolant, on a fait un bar à peu près propre, etc. Voilà. Si vous voulez qu'on ait peut-être à part si vous avez d'autres questions, mais si vous voulez qu'on ait peut-être un échange oral, ça soit, voilà, pour que je ne parle pas tout le temps. Voilà, si vous voulez peut-être poser des questions, si Audrey, tu as envie de parler d'un truc, si vous voulez revenir sur des points, peut-être qu'on discute de vive voix sur le Covid aussi, qui peuvent être des problématiques qui vous intéressent. Ouais, c'était un peu les 2 questions que j'avais. La première, c'était plus sur, l'aspect épicerie du coup. Donc vous avez une sorte de partenariat avec je sais pas, avec, des magasins ou, pour récupérer, j'en sais rien, en fait, des invendus ou ce genre de choses non, parce que vous faites pas de marge, donc c'est des produits que vous achetez, que vous revendez au même prix? Enfin, Alors, c'était pour voir un peu comment ça fonctionnait. ouais. Donc là-dessus, on a deux propositions. Notamment cette année, on a plus développé la deuxième. Donc on a l'épicerie, donc que vous avez vu avec des étagères de produits non périssables la plupart du temps. Ça, on va voir il y a quelques bénévoles en fait on les appelle le pôle épicerie, et qui sont chargés d'aller trouver soit des producteurs, soit des revendeurs, enfin, soit des distributeurs, quoi, qui correspondent à peu près à nos valeurs et à ce qu'on a envie de proposer ici. Donc, on a Bio Auvergne Distribution, qui est un gros distributeur pour une plupart de nos articles. Eux, ils prennent juste une commission de 5% pour tout ce qui est livraison, logistique, etc. Et nous, ensuite, on vend tel quel. Enfin, voilà, on ne fait pas de marge dessus. Et ensuite, je sais que les personnes de l'épicerie sont allées démarcher des petits producteurs, alors, par exemple en termes de cosmétiques, en termes de miel, etc., sont allés directement contacter certaines personnes et qui nous font des livraisons de produits, de leurs produits. Donc, il y a un peu les deux. Soit on va avoir un distributeur qui va nous donner pas mal de trucs, notamment les produits en vrac, etc., et qui, eux, se chargent un peu de faire de la convergence des produits et de la redistribution, leur rôle de distributeur, quoi. Soit de temps en temps, on va avoir les producteurs pour certains produits particuliers. Donc, je citais le miel, je citais des savons shampoings, etc. Toute une gamme de cosmétiques où là, voilà, on a des contacts à tel endroit, on sait qu'ils peuvent nous envoyer des trucs. Et la deuxième chose, donc le deuxième point qu'on est pas mal en train de développer cette année, c'est les invendus. Tous les lundis, mardis, on va chercher des invendus dans un magasin bio, dans les magasins bio du coin, L'Eau Vive, Satori,
et les marchés de Max et Lucie, donc avec qui on fait les paniers, qui de temps en temps nous donnent leurs invendus quand ils en ont. Et ça, on fait un post sur Facebook en disant voilà, les invendus de la semaine, Parloviv, Satoriv, venez les chercher, c'est à prix libre, et on les met sur une table ici, et ça marche très bien. Il y a une vraie demande là-dessus. On a plutôt des légumes et de temps en temps des produits frais avec Satori. Et il y a une vraie demande là-dessus de la part des étudiants. Donc voilà, ça marche très bien. Donc on a ces deux systèmes qui cohabitent. Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Et du coup, effectivement, comment vous faites en ce moment avec les problématiques fin de lieu pour recevoir votre public et tout ça? Alors pour le Covid, donc nous on est astreint. Donc pour faire un petit rappel de ce qui se passe à Clermont, les bars sont interdits d'ouvrir après 22h. Fermeture des bars à 22h, ce qui ne nous change rien parce que de toute façon on ferme à 22h. Ensuite, on est astreint aux règles Covid, à savoir quand on se transforme entre guillemets en salle de spectacle, quand on prend cette activité d'accueillir des spectacles, typiquement projection de films, concerts ou spectacles, on est tenu de respecter une distance de sécurité entre les sièges et tous les gens doivent être assis, masqués. Bon, ça, c'est le cas d'à peu près tous les ERP, les établissements recevant du public. Voilà. Ensuite, après, basiquement, on a un dispositif on nettoie avec des lingettes nettoyantes à l'ouverture, à la fermeture. On a du gel hydroalcoolique partout. On n'a pas le droit de se déplacer sans masque. Enfin, tous les trucs un peu basiques que vous avez dû vivre au quotidien, dans les cafés, etc. Et donc, par contre, ce qui va être plus intéressant, on va dire, c'est peut-être pour la suite, ce qui risque de se passer. Donc, bon, s'il y a un potentiel couvre-feu, ça ne devrait pas tellement nous impacter. Par contre, en cas de fermeture des bars, et ce qui commence à arriver un petit peu à droite à gauche en France, on anticipe la potentielle fermeture des bars en faisant la distinction entre notre activité de bar et notre activité culturelle. Et donc, ce qui devrait se passer, c'est que si on est fermé et qu'à part si on nous dit que cette solution-là n'est pas possible, mais si on est fermé, on devrait en fait tout simplement juste fermer le côté bar, donc interdire la consommation, que ce soit d'alcool, enfin la consommation tout court et les petits, et laisser les invendus, l'épicerie, en gros nos services et la programmation culturelle. Ça nous permettrait de continuer à vivre, de proposer des choses aux étudiants et notamment, on a tout de même un rôle un peu social là-dessus à jouer. On voit bien qu'il y a des offres alimentaires qui sont intéressantes pour les étudiants et dont on peut pas, enfin, qui sont problématiques lorsqu'on les interrompt. Donc voilà, on devrait continuer à fonctionner comme ça jusqu'à ce qu'on nous dise que ça soit plus possible. J'espère pas, hein. Mais voilà, on a cette chance-là d'avoir ces deux étiquettes. Et ce qui nous permettrait, a priori, de continuer à vivre. Voilà. Et vous fermez à 22h parce que vous ne pouvez pas ouvrir après, en fait, c'est ça? Enfin, il y a une question de licence, etc. Ou pas du tout? Salut Lucie, du coup. Et puis, de rien. Et du coup, on doit fermer à 22h, c'est plus un deal avec les voisins. Nous, on sait que, étant donné que ça marche avec des bénévoles, etc., on ne peut pas non plus ouvrir trop tard parce que ça demande du temps, ça demande de l'engagement, etc. On n'a pas de capacité, voilà, on n'a pas non plus des milliers de bénévoles qui sont prêts à faire des horaires un peu lointaines, quoi. Et du coup, on préfère, et c'est aussi un deal avec les voisins de pas ouvrir jusqu'à trop tard. Voilà, il y a toujours ces deux-là. Il y a ce qu'on peut faire en capacité humaine, etc. Je ne sais pas si en termes de réglementation, je pense pas qu'en termes de réglementation, on soit imposé à 22h. Parce qu'il y a un autre café associatif par ailleurs à Clermont, je crois, qui ouvre jusqu'à 22h30 ou 23h. Mais voilà, c'est notre choix. Ça ne nous contraint pas trop parce que si les gens ont envie ensuite de continuer à aller boire des coups et d'aller sur quelque chose de plus festif, ils peuvent. Et du coup, voilà, on a ce créneau de début de soirée où les gens vont venir faire une activité culturelle, boire un coup
Et alors vraiment, s'ils veulent faire la fête, ils iront plus loin, mais voilà, on n'a pas tellement cette vocation. C'est cool. C'est vrai que la problématique des voisins est assez présente. On a un peu les mêmes questions aussi à Animafac quand on fait des trucs dans nos locaux et tout. Voilà, dès qu'il y a à l'intérieur, ça va, mais c'est vrai que dès qu'on est sur le trottoir ou autre, ça fait tout de suite du bruit, donc c'est un sujet. Oui. Du coup, Timothée, moi j'ai une question pour toi. Ouais. Ici, chez nous, au Pépite, nous avons tout un axe que je suis en train de développer, notamment avec les assos étudiantes. Donc, aller à la rencontre des assos étudiantes pour pouvoir se rapprocher au plus près des étudiants et pouvoir véhiculer le message de l'entrepreneuriat. Donc, d'après la présentation sur votre programmation, il n'y a pas grand-chose sur l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que vous êtes prêt à accueillir ou c'est quelque chose que vous privez ou que je veux en savoir pour éventuellement pouvoir organiser des choses avec vous pour pouvoir toucher directement à la fois vos assos étudiantes et les personnes qui viennent fréquenter le lieu. Alors en effet, même si sur le papier, donc sur la programmation, la programmation qui est disponible, il n'y a pas énormément de choses sur l'entrepreneuriat. Il faut savoir que nous, on accompagne beaucoup de projets d'étudiants de l'UCA qui viennent nous voir en fait dans leur projet d'études pour monter les choses, étant donné qu'on est entre guillemets une référence là-dessus parce que c'est un projet qui a été monté par des étudiants. Et qu'on a une vraie expertise, une vraie connaissance sur ces sujets-là. On a pas mal de demandes de groupes d'étudiants qui viennent demander des conseils, qui viennent demander du soutien, qui viennent demander l'utilisation du local, etc., que ce soit pour des réunions ou pour des événements. Donc on a tout de même un côté, nous, ce qu'on appelait le pôle germoire de projet. Donc vraiment avec cette idée que l'utopie, de par sa connaissance, de par les personnes qui travaillent, de par le réseau qu'il a, est en capacité d'aider et d'accompagner des étudiants pour des projets qui soient des projets à l'intérieur de l'université ou des projets personnels. On a pas mal de personnes qui disent bon bah voilà, j'ai ce projet-là, plutôt après mes études, où je vais prendre une année de césure. J'aimerais bien monter ce truc-là. Est-ce que vous pouvez me donner un coup de main? Est-ce que je peux... Voilà. Ça arrive souvent. Donc, en effet, ce n'est pas explicite comme chose, mais on est souvent consulté pour ça. Voilà. Mais c'est avec plaisir qu'on pourrait travailler ensemble. Ok. Justement, parce que au Pépite, nous cherchons justement ces étudiants-là qui ont des projets, que ce soit pour le long terme ou que ce soit dans l'immédiat, et que surtout que être chez nous leur permet d'avoir cette reconnaissance-là parce qu'ils bénéficient d'un statut national qui est délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui reconnaît leur qualité d'étudiants et d'entrepreneurs, et que ce statut se poursuit même au-delà de leur étude. Jusqu'à 3 ans après un diplôme, les étudiants, s'ils veulent prendre une année de césure, s'ils veulent encore travailler sur leur projet, ils auront la possibilité d'avoir ce statut et donc d'être comme des étudiants, d'avoir les avantages des étudiants, une carte étudiante, mais en parallèle travailler exclusivement sur leur projet. Et au Pépite, nous travaillons avec l'ensemble de l'écosystème clermontois dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est un réseau, c'est un panel de professionnels dans tous les domaines juridiques, financiers, etc. Et donc, ça peut être un plus pour les étudiants. Donc, moi, je serais bien partant pour échanger en dehors de ce temps-là avec toi pour voir qu'est-ce qu'on peut éventuellement mettre en place en tenant compte, bien évidemment, de la situation sanitaire actuelle, mais de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place en commun pour pouvoir toucher ce public-là. Ok. Eh ben, je mettrai mon adresse mail d'ailleurs l'adresse mail de l'association dans le chat. D'ailleurs, pour les autres personnes, n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez des questions, etc. Et on peut en effet, on peut se voir pour en discuter si tu veux. On peut prendre rendez-vous. Ok, super. Ça
me permet de faire le lien en fait pour dire aussi qu'il y a sûrement des choses à faire au niveau d'AnimaFac et de Pépite en fait plus largement de la tête semaine sur comment, enfin nous on a aussi nos projets pour accompagner les étudiants qui souhaitent monter leur association. Donc notamment avec notre nouveau programme d'accompagnement qui s'appelle la machine à projet. Donc en fait c'est sur 3 semaines, enfin sur 3 mois, avec 3 semaines en présentiel et 3 semaines à distance avec des petits exos à réaliser et autres qui permettent en fait aux personnes qui souhaitent vraiment se professionnaliser d'avoir ces 3 mois pour se concentrer sur leur projet. Mais du coup, on voit généralement, on en a discuté hier avec Théo Noguet qui a monté son projet, qui a été étudiant entrepreneur, qui est passé aussi par le milieu associatif, qui a été accompagné par AnimaFac. En fait, généralement, c'est un premier pilier pour commencer à se lancer, acquérir aussi des connaissances et des compétences. Et en fait, généralement, ces personnes-là passent aussi par plusieurs dispositifs d'accompagnement, voire les cumuls aussi, puisque du coup, ça a un intérêt de pouvoir prendre de l'expérience un peu partout. Donc, ça peut être intéressant en tout cas de voir comment on peut un peu agglomérer toutes ces petites étapes pour ces étudiants qui voudraient monter leur projet associatif. Carrément, oui. Chouette. Bon, en tout cas, c'était... voilà, moi, je pense que j'ai fait pas mal le tour des questions. Je ne sais pas si Rosanna, Amine, vous avez des questions que vous souhaitez poser. Mais sinon, en tout cas, merci beaucoup Timothée. C'était vraiment très chouette. Je suis passée, moi, à Clermont cet été et j'ai vu enseigner l'utopie. Donc, j'étais là, c'est l'utopie, c'est trop bien. Bon, c'était fermé, on était en plein mois d'août. Je pense que c'était fermé. D'ailleurs, je me suis pas beaucoup... j'ai pas pu m'approcher. Mais en tout cas, c'était chouette de voir comment vous fonctionnez. Je pense que ça nous donne même des idées pour nous à AnimaFac. Bon, voilà, en ce moment, on restreint beaucoup la circulation de public extérieur parce que nos locaux, c'est principalement des locaux de travail. Donc, voilà, on est déjà beaucoup dedans. Mais même sur la programmation et autres, je pense que par exemple, on n'associe pas forcément beaucoup les associations étudiantes ou même les étudiants. On pense beaucoup de choses par nous-mêmes. On va chercher des étudiants et autres. Et en fait, ça pourrait être intéressant aussi de faire cette démarche-là. En fait, c'est les étudiants directement qui le proposent. Enfin, ça arrive, mais en fait, c'est pas forcément tout le temps ce qui se passe. Et du coup, ça permet de créer du lien en fait plus facilement aussi, je pense. Voilà, donc en tout cas, c'est cool. Et votre cuisine est vraiment immense par rapport à la nôtre. C'est impressionnant. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous et toutes. Et puis, bonne journée. Ouais, avec plaisir. Merci, bonne journée. Salut! Salut.